Bienvenue sur cette vidéo et préparez-vous car cette rétrospective du Bourget 1985 s'annonce riche en événements. D'abord, les Britanniques sont furieux contre nous à propos du projet de chasseurs européens. Ensuite, les Soviétiques réalisent leur retour triomphal au salon avec le plus gros avion du monde. On jettera un œil sur les démonstrations F-16 versus Mirage 2000 et qui traduit bien l'évolution technologique à laquelle les constructeurs doivent faire face. On en profitera pour faire un tour du secteur car l'aviation des années 80 n'a plus rien à voir avec les générations précédentes. Et c'est tant mieux car 1985 marque la timide reprise suite à la crise qui a touché tout le secteur aérien. Il existe maintenant un nouveau marché stratégique qu'il faut conquérir. Enfin, côté espace, le milieu des années 80 n'a rien à envier au fantasme d'Elon Musk. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France multiplient les projets spatiaux plus ambitieux les uns que les autres. Eh bien, bonne vidéo. 10 ans que ça dure, et c'est à ce moment précis que la tension atteint son comble côté britannique. Voilà 10 ans que Londres s'efforce de rallier les partenaires européens à sa vision de l'avion de combat du futur. 10 années de négociations, d'efforts diplomatiques et de concessions, parfois significatives, faites à ses alliés. Et l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ont fini par embarquer dans l'aventure. Il ne reste que les Français qui n'en font qu'à leur tête. Il y a encore peu de temps, l'incertitude régnait quant au type de chasseurs que les 5 pays européens impliqués allaient concevoir ensemble. 5 nations, 5 visions, 5 projets concurrents. Une ambition commune, mais des trajectoires divergentes. Les Britanniques ont tout tenté pour fédérer les différentes volontés. Mais avec la France, les discussions s'enlisent et l'entente peine à se concrétiser. L'alliance avec la France semble donc sur le point de voler en éclats. À peine 2 mois avant l'ouverture du Salon du Bourget, le démonstrateur français ACX est officiellement rebaptisé. Ce sera le Rafale. Présent sur place, le directeur de British Aerospace ne cache pas son irritation. Devant les caméras, il désigne clairement la France comme le principal obstacle à l'unité européenne dans ce programme. Selon lui, Paris se trompe lourdement dans ses choix. Côté français, la vision diverge en effet profondément. Nous souhaitons un avion véritablement polyvalent, capable de remplir l'ensemble des missions d'attaque au sol, y compris dans des conditions météorologiques difficiles. Parce que les autres membres, c'est que eux, ils avaient déjà le Tornado pour ce qui est des questions des opérations air-sol. Configuration d'emploi, supériorité aérienne, appui tactique ou pénétration. Mais attention, il ne faut pas croire que nous sommes seuls à avancer dans notre coin. Car de l'autre côté de la Manche, ça s'agite aussi. 2 mois avant le salon, le nom Rafale faisait donc son apparition chez nous. Et voilà que, 2 semaines avant l'ouverture, le 14 mai pour être précis, nos amis britanniques annoncent à leur tour l'Experimental Aircraft Program, un démonstrateur destiné aux futurs avions européens, avec un premier vol prévu dans 1 an, comme pour notre Rafale. Et l'idée d'une coopération européenne commence sérieusement à vaciller encore un peu plus lors du salon. La SNECMA expose fièrement sur son stand, pour la première fois, le véritable turboréacteur M88, celui-là même qui équipera le Rafale. C'est un moment crucial pour l'entreprise. Après la première génération de moteurs Attar, puis la deuxième avec le célèbre M53 qui équipe notamment le Mirage 2000, le M88 représente ni plus ni moins que la 3e génération. Un pari industriel énorme. Il faut bien comprendre que si on se décidait, à ce moment-là, de se relancer dans un projet commun avec le reste de l'Europe, SNECMA n'aurait aucune garantie d'être choisi. Le M88 est taillé pour le Rafale, pas pour le projet européen. Et le plus surprenant dans tout cela, c'est que malgré les tensions, les Britanniques veulent encore croire à un projet commun à 5 nations, même si soyons honnêtes, l'espoir commence sérieusement à s'effriter. Regardons ça. I hope there's only going to be one, and I hope it's genuinely collaborative, because that's in the interest of Europe. There is a fundamental problem, and that is that the French requirement is really for a ground attack aircraft, whereas the other nations require a genuine agile combat aircraft. Et donc au final, les autres nations européennes ont fini par s'accorder sur un compromis. Un chasseur centré avant tout sur le combat aérien, pensé pour contrer la menace soviétique dans le ciel des années 90. Une réponse directe aux nouveaux appareils soviétiques comme le MiG-31 ou le futur Sukhoi 27 que l'on ne souhaite pas voir dominer l'espace aérien européen en cas de conflit. C'est précisément pour cette raison que les autres partenaires privilégient un avion développé avant tout pour la supériorité aérienne, doté de puissants réacteurs et taillé pour le combat air-air. Au pays du camembert, on ne renie pas cette dimension, bien au contraire, mais on entend concevoir un appareil plus polyvalent, capable d'assurer également des missions d'attaque au sol, d'appui tactique, et surtout, suffisamment adaptable pour séduire les clients à l'export, bien au-delà du continent européen. C'est sur ce point que les visions françaises et britanniques s'opposent fondamentalement. Si la France ambitionne de développer un appareil d'excellence, elle n'en oublie pas pour autant la dimension commerciale. Le futur chasseur doit aussi pouvoir conquérir des marchés à l'export.
Les Britanniques, eux, n'adhèrent pas à cette stratégie. Selon leur lecture de la situation, de nombreux pays du tiers-monde, comme on les appelait encore à l'époque, seront bientôt en mesure de concevoir localement leurs propres avions de combat. Pour Londres, compter sur ces marchés relève donc de l'illusion. The third world nations are all now producing aerospace industries of their own. And the first thing they want to do is produce a light combat aircraft. And you're going to have light combat aircraft coming out of Brazil, coming out of Yugoslavia, coming out of India, coming out of Indonesia, coming out of Korea, possibly. I mean, there's... Aïe 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 aïe, 35 ans après, à un pays près, on avait le tiercé quinté plus des pays qui étaient censés pas nous l'acheter. C'est dommage. Bon, dans le genre, la vengeance est un plat qui se mange froid, là, c'est quand même du haut de gamme. Je troll en soi, ça se fait pas trop, mais je trouvais que les pays cités par rapport aux réalités du marché près d'un demi-siècle après, c'était assez troublant. Enfin, une dernière question, et non des moindres, demeure celle du poids et de la compatibilité navale. En France, l'expérience des opérations aéronavales est bien ancrée, nous disposons de porte-avions et nous voulons un appareil capable d'y opérer pleinement. Or, le projet britannique, plus lourd, ne prévoit aucune version navalisable. Dès lors, il paraît difficilement concevable pour Paris de co-développer un avion avec les Européens et Londres pour équiper uniquement notre armée de l'air. Alors franchement, on ne va quand même pas développer un avion avec les Anglais et les Européens pour ensuite devoir acheter des F-18 pour nos porte-avions, non ? Bon. En résumé, les tensions reposent sur des divergences stratégiques profondes. Les Britanniques reprochent à la France de privilégier une logique commerciale, là où ils placent avant tout la défense face à la menace soviétique. Pour Londres, l'exportation viendra, mais dans un second temps, une fois la supériorité aérienne assurée. À cela s'ajoutent d'autres problèmes liés à la répartition du développement, ainsi qu'à la question du nombre d'avions envisagés en fonction des investissements de chaque pays. En France, la patience commence à s'épuiser. Ce projet, de plus en plus éloigné de nos besoins militaires et commerciaux, est maintenant une véritable source de frustration. Il faut dire que Marcel Dassault avait pesé dans la balance. L'industriel avait écrit personnellement à François Mitterrand pour lui demander de renoncer à la coopération, estimant que ce travail à 5 retarderait les livraisons, ruinerait l'industrie aéronautique française, sacrifierait Snecma et Thomson et ferait perdre à la France la majorité des exportations et que ce projet était de toute façon sans réelle garantie de performance commerciale. Inutile de dire que les Britanniques sont furieux. Un mois plus tard, le divorce sera officialisé. Les négociations finales entre les pays auront lieu début août et la France se retirera définitivement du programme European Fighter Aircraft. À partir de ce moment, 2 trajectoires s'écriront. D'un côté, l'Eurofighter, et de l'autre, l'incroyable aventure du Rafale. Si j'ai pris le temps de replacer chaque appareil dans son contexte, car aujourd'hui on les compare souvent comme s'ils poursuivaient les mêmes objectifs et avaient été développés pour répondre à des attentes similaires, presque comme des concurrents directs, on oublie trop souvent que leur rôle, tout comme les intentions stratégiques initiales des nations qui les ont développés, étaient en réalité bien plus divergentes qu'il n'y paraît aujourd'hui. Ce salon du Bourget ne se résume pas à uniquement un divorce entre Dassault Breguet et BAE. Il symbolise aussi le grand retour des soviétiques, absents depuis leur boycott de 1983. Et quel retour! Les visiteurs ont pu découvrir en exclusivité l'impressionnant Antonov AN-124, le plus imposant avion du monde. Baptisé Rouslan, cet appareil effectue ici sa toute première apparition sur le sol d'un pays occidental. Cette dimension défie l'imagination. 69 mètres de longueur, 73 mètres d'envergure, 21 mètres de hauteur, pour une masse maximale au décollage de 405 tonnes. Et 405 tonnes, c'est presque le poids cumulé de 10 Airbus A320 vides. Et ce véritable colosse des airs atteint une vitesse de croisière avoisinant les 865 km/h. Pour présenter ce géant des cieux, un homme se tient à ses côtés. Pedro Vasiliovitch Balabouyev, ingénieur en chef du bureau d'études d'Antonov. Avec une fierté mesurée, l'Ukrainien précise que l'exemplaire exposé ne relève en rien du prototype. Il s'agit bel et bien d'un des nombreux modèles de série. La capacité de chargement impressionne tout autant. La soute, vaste et modulable, affiche une largeur de 4 mètres, une hauteur de 4,4 mètres et une longueur de 36 mètres, ce qui fait quasiment 2 voitures de TGV. Sa largeur permet notamment l'embarquement de 2 files parallèles de véhicules légers. Pour concrétiser cette prouesse technologique, les ingénieurs soviétiques ont misé sur des matériaux avancés tels que la fibre de carbone, les composites haute performance et même la fibre de bore. Dès que l'on voit cet avion, une ressemblance saute aux yeux, celle qui lie le Rouslan à son homologue américain, le Lockheed C-5 Galaxy. Interrogé à ce sujet, Pedro Balabouyev répond avec un sourire. Jamais il n'a eu l'occasion d'observer l'avion américain de près. Toutefois, de nombreuses informations circulant dans la presse spécialisée ont permis aux ingénieurs soviétiques d'en tirer des enseignements. Autrement dit, s'il existe des similitudes,
Elle relève davantage du renseignement en source ouverte, ou aux ints, que de l'espionnage industriel. I regret to say that I personally have never seen a C5, but obviously there was a lot of general information available in the open press about it. D'ailleurs, s'il existe des sources montrant un réel espionnage soviétique du C5, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'une des innovations majeures de l'Antonova N124 réside dans sa maniabilité. Son rayon de virage particulièrement réduit lui autorise des opérations sur des terrains aux dimensions et équipements de circulation assez modestes. Attention toutefois, une certaine longueur de piste reste quand même indispensable pour faire décoller un appareil de ce gabarit. Il serait cependant réducteur de considérer le Ruslan comme une copie du C5 Galaxy. Pour donner vie à cette machine hors norme, les ingénieurs soviétiques ont dû repousser les limites du savoir-faire aéronautique. Ils ont notamment conçu des turboréacteurs à double flux de très grande taille, dotés d'un fort taux de dilution. Autre avancée majeure, l'intégration du pilotage électrique, ou fly-by-wire, une première de ce côté du rideau de fer pour un avion de cette catégorie. Enfin, le recours massif aux matériaux composites sur un appareil de cette taille représente un véritable défi d'ingénierie qui a donné pas mal de fils à retordre au sein des bureaux d'études. On a vu le géant, mais les Russes nous avaient amené une autre nouveauté. Bon, le Kamov 32S, si vous êtes un ancien joueur de World in Conflict, vous connaissez bien cet hélicoptère, même si dans le jeu, il s'agit de son petit cousin militaire, le Ka-25. Pour la petite histoire, début 1981, l'URSS a dévoilé un nouvel hélicoptère tout temps, le Ka-32. Conçu pour la mission de sauvetage et de surveillance depuis les brise-glaces nucléaires, il avait fait sa première apparition publique à Minsk, fin 1981. En démonstration, il transportait alors un véhicule avec une charge de 5 tonnes sur 185 km. 2 ans plus tard, 2 pilotes soviétiques établissaient plusieurs records mondiaux à bord de ce petit, mais surpuissant hélicoptère. Au Bourget, le Ka-32S présenté se décline en version transport et navalisée. Il peut desservir des plateformes offshore, construire des lignes à haute tension ou assurer des missions de sauvetage en mer. Propulsé par 2 turbomoteurs de 2200 chevaux, il peut continuer à voler même en cas de panne. Sa cabine chauffée accueille jusqu'à 16 personnes et des civières, un treuil, un élingue stabilisé et un système de navigation sophistiqué lui permettent d'opérer de jour comme de nuit, dans des conditions extrêmes. Les versions militaires en service portent le nom de code OTAN, Helix. Comme à son habitude, la démonstration du F-16 captive le public. L'appareil impressionne par ses performances dynamiques, sa manœuvrabilité exceptionnelle et sa capacité à conserver son énergie, même après des virages à très fort facteur de charge. À la suite du chasseur américain, c'est au tour du Mirage 2000 de faire son entrée dans le ciel du Bourget. 3 versions distinctes de l'appareil sont mises en vol, offrant un large panorama des capacités de la gamme. La première, la version d'attaque au sol, qui réalise une magnifique performance. Le public est ravi, tout comme les potentiels clients, et on compare aisément les capacités du 2000 avec son concurrent américain. Vient ensuite le Mirage 2000N, vecteur de la dissuasion nucléaire française. Équipé de 2 réservoirs supplémentaires sous voilure, l'appareil exécute une série de manœuvres à très fort facteur de charge avec une aisance saisissante, illustrant ainsi sa robustesse et son agilité, même alors qu'il est en configuration lourde. Enfin, la version biplace du Mirage 2000C, dédiée à la supériorité aérienne, le chasseur se distingue lors de sa présentation par une capacité à encaisser jusqu'à 9 jets lors des manœuvres, puis d'enchaîner avec de foudroyantes accélérations. Et notre Mirage 2000, ou plutôt nos Mirage 2000, on les adore. Tellement qu'au sein d'un pavillon, une maquette grandeur nature en plexiglas y est exposée, dans laquelle le public peut admirer 700 équipements différents au sein des entrailles de l'appareil. F-16, Mirage 2000, ça fait pas mal d'éditions que ces appareils reviennent en boucle, comme si les nouveautés venaient à manquer. Ce n'est pas tout à fait faux ni exact. Comme l'indiquait Aviation Magazine, les années 70 ont vu le développement d'une génération d'avions de combat. Les années 80 en voient l'exploitation. Pour les propos qui vont suivre, l'un des exemples les plus marquants, encore valable à ce jour, est celui des bombardiers B-52 du Strategic Air Command. Ces avions étaient déjà, en 1985, plus anciens que les officiers qui les pilotent, et aujourd'hui, en 2025, ils volent encore. La raison de cette longévité des appareils est à la fois économique et technique. La production aérospatiale, devenue extrêmement coûteuse, doit être amortie sur une période prolongée. Paradoxalement, même si les progrès technologiques sont impressionnants en laboratoire, le temps nécessaire pour intégrer ces innovations dans les appareils militaires ne cesse d'augmenter. Ce paradoxe réside au cœur de nombreux défis rencontrés par l'industrie aérospatiale, avec des conséquences qui se renforceront dans les années à venir, alors même que l'accélération des développements technologiques se heurte à la complexité croissante de leur mise en œuvre. L'allongement des cycles de vie des générations d'avions est une des raisons principales de l'apparition de la modernisation des modèles déjà existants. En effet, l'accélération technologique rend cette modernisation d'autant plus attractive. Un exemple frappant de cette évolution nous vient des États-Unis,
où dans les années 70, plusieurs nouveaux appareils d'avions de combat, comme les F-14, le F-15, le F-16 ou encore les F-18 ont été développés. Mais en 1985, lors du Salon du Bourget, aucun programme d'avion totalement neuf n'a vu le jour, à l'exception du F-20 de Northrop, qui est en grande partie une évolution du F-5E. Par contre, de nombreux projets de modernisation ont émergé, avec des modifications apportées à des modèles existants. Le F-14D, avec de nouveaux moteurs, le F-15E, pour des missions de pénétration, ou encore la modernisation des F-4, A6 et KC-135. L'Union soviétique à cette époque échappe quant à elle en partie à cette dynamique en raison de son modèle économique et politique quand même particulier. Les MiG-29 et MiG-31 entrés en service dans les années 80 ainsi que le Sukhoi 27 montrent que l'URSS continue de développer de nouvelles générations d'avions de combat alors que l'Ouest se montre un peu plus timide. On notera tout de même qu'à cette époque, le Pentagone planche sur le projet Advanced Tactical Fighter visant au développement d'un super chasseur lourd furtif de plus de 20 tonnes. Et qu'un grand appel d'offres sera émis aux constructeurs américains en septembre 1985. L'un des facteurs influençant cette situation est l'évolution des missions aériennes elles-mêmes. Dans les années 50 et 60, les objectifs des avions de combat étaient souvent définis de manière générale, avec moins de prise en compte des réalités du terrain. Cependant, la guerre du Vietnam et les conflits qui ont suivi ont conduit à une approche plus pragmatique de la guerre aérienne, influençant profondément la conception des avions et leur emploi. Chaque conflit a engendré de nouvelles leçons tactiques et industrielles, donnant lieu à une remise en question constante. Faisons un petit tour de la situation. Il ne s'agit nullement d'être exhaustif et d'analyser chaque nation ainsi que leurs objectifs, mais plutôt d'effectuer un rapide tour des missions liées au combat. Dans les années 80, ces missions sont au cœur de la conception des avions de nouvelle génération. La supériorité aérienne reste la mission principale des avions de chasse modernes, avec des qualités telles que la maniabilité, la capacité d'accélération et la visibilité. Les États-Unis, avec des avions comme les F-14, F-15, F-16 et F-18, sont à la pointe dans ce domaine. En Europe, la France a su développer le Mirage 2000, un appareil capable de remplir efficacement cette mission. En revanche, le Tornado, utilisé par la Royal Air Force et la Luftwaffe, ne peut prétendre à ce rôle, obligeant ces nations à envisager de nouveaux projets de supériorité aérienne, tels que l'European Fighter Aircraft, dont on a parlé précédemment. Du côté soviétique, la situation encore une fois est différente. L'URSS a produit plusieurs générations d'avions de combat avec une attention particulière portée à la supériorité aérienne. Les MiG-29 et Sukhoi 27 par exemple ont été spécifiquement conçus pour répondre aux exigences de cette mission, marquant un tournant important par rapport à leurs prédécesseurs, comme le MiG-23. Une autre mission essentielle est l'appui tactique, qui historiquement a été complémentaire de la supériorité aérienne. Les États-Unis ont adopté une approche plus polyvalente, comme en témoigne le FA-18, capable de remplir à la fois des missions air-air et air-sol. Et en Europe, ce sont les avions comme le Jaguar et le Tornado qui sont utilisés pour ces missions. Les missions de guerre électronique et de suppression des défenses aériennes ont également pris une place importante. L'US Air Force a développé des modèles spécialisés comme le F-4G Wild Weasel pour ces missions. En Europe, le Tornado a également été adapté à ce type d'opération, et parallèlement, des appareils comme le Boeing E-3A Sentry ou le Tu-114 sont utilisés pour la gestion électronique de la bataille, offrant une surveillance complète du champ de bataille aérien. Enfin, la pénétration profonde, une mission qui mêle tactique et stratégie, voit des appareils comme le Sukhoi 24 soviétique et le F-111 américain jouer un rôle clé. Le développement de ces appareils a permis de renforcer les capacités d'attaque en profondeur avec des variantes modernes comme le F-15E Strike Eagle qui continue, encore aujourd'hui, à occuper cette fonction. Le bombardement stratégique, quant à lui, qui semblait voué à disparaître, connaît alors un retour dans les années 80, avec des projets comme le B-1B américain et le Tu-160 Blackjack soviétique. Ces appareils sont conçus pour des missions de bombardement à grande échelle. Ainsi, au fil des années, les avions de combat des années 80 se sont adaptés à de nouvelles réalités géopolitiques et technologiques, façonnant une guerre aérienne toujours plus complexe et interconnectée. Imaginez s'ils avaient pu voir à l'époque ce que le cyberespace, les drones et l'IA nous préparent aujourd'hui. Ça fait 2 éditions qu'on parle de la crise, et bien il arrive un moment où l'on en sort, et ce moment, c'est maintenant, c'est-à-dire que le marché reprend, mais timidement. En 80, il faut se faire à l'idée, l'âge d'or de l'aviation commerciale, celui des années 60, appartient désormais à l'histoire. L'industrie est entrée dans une phase de maturité, et en 1985, si elle n'a pas encore atteint ses limites, cette croissance future sera plus mesurée. L'aviation commerciale a pourtant traversé des périodes difficiles. Elle avait déjà peiné à encaisser le premier choc pétrolier en 73, bouleversant ses équilibres. Puis dans les années qui suivirent, le secteur avait dû faire face à une série de nouvelles secousses, crise économique,
tensions sur les prix du pétrole et surtout l'administration Carter qui dérègle le marché aérien. C'est la fameuse idée d'un ciel ouvert, les Open Skies, qui s'impose peu à peu dans les débats internationaux. Ce choc idéologique déstabilise l'aviation mondiale, notamment en Europe, où les compagnies réclament d'évoluer à leur rythme dans un cadre de concurrence organisée. Voilà donc ce qui menace l'Europe une fois qu'elle aura supprimé la réglementation dès 1993, quand tout l'espace aérien de la CEE ne sera plus considéré que comme un seul espace domestique. Les compagnies européennes sont vigilantes, les cafouillages américains sont précieux à étudier. Autre effet pervers de la déréglementation aux USA, la concentration. Les compagnies américaines sont devenues de vraies géantes. 5 d'entre elles contrôlent 70% du trafic américain. La concurrence avec elles sera rude. Et avec des années 80 marquées par une faible croissance du trafic, parfois à peine de 2 ou 3% par an, il s'agit d'une croissance trop lente pour absorber les investissements colossaux liés aux flottes d'avions. Résultat, une surcapacité chronique, une guerre des prix féroce et une cascade de déficits pour de nombreuses compagnies. Cependant, cette crise a eu une vertu. Elle a obligé le secteur à se repenser, à revoir sa gestion et à optimiser ses opérations. Et peu à peu, les signes de reprise apparaissent. Dès la mi-1984, le trafic redécolle. Cette année-là, plus de 830 millions de passagers sont transportés à travers le monde, une hausse de 4,5% par rapport à l'année précédente. Les compagnies, prudentes, n'ont que peu augmenté leur capacité, retrouvant ainsi un équilibre entre l'offre et la demande. Sur l'Atlantique Nord, le baromètre du secteur, le trafic bondit de plus de 12%. Les avions volent mieux remplis, les comptes se redressent, l'aviation commerciale, après des années de turbulences, semble enfin reprendre de l'altitude. Mais tous en conviennent, l'euphorie n'est plus de mise, l'ère du réalisme vient tout juste de commencer. Malgré ce rebond, les commandes d'avions restent modestes. En 1984, Boeing a vendu 169 appareils, McDonnell Douglas 150 et Airbus Industries seulement 35. L'industrie aéronautique patiente encore, en espérant que la croissance annuelle du trafic, estimée à 5% alors à cette époque, relance les investissements à grande échelle. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et exceptionnellement ce Bourget 1985 sera en 2 parties. La seconde sortira d'ici quelques temps et s'attardera plus sur la partie théorique. Programme, les nouvelles manières de piloter des avions de ligne, l'incroyable avion expérimental Grumman X-29, mais aussi l'arrivée des drones, oui, le bilan de ce salon, et les projets totalement démentiels entourant l'espace. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Alors un conseil, abonnez-vous et à très vite.